Juger les autres pour mieux installer le pouvoir des rois de France, quand l'histoire de la main de justice bouscule celle du roman national. Remises lors de la cérémonie du sacre, elles viennent définir les fonctions de la royauté. Sur la tête, une couronne bien sûr, qui a changé de nombreuses fois. Joyeuse, l'épée du sacre qui venait symboliser le caractère protecteur du souverain, sa capacité à défendre son territoire, mais aussi et surtout l'Église. Dans une main, un sceptre court, dit de Dagobert, puis à partir du XIVe siècle, dit de Charlemagne, qui était le lien dynastique entre les rois de France. Dans une autre main, on peut souvent voir apparaître une orbe crucigère, symbole d'autorité. Mais les régalias, prises dans un ensemble, entourent la personne du roi. On les porte, on les dépose, on les représente. Il y a donc également les éperons d'or qui venaient rappeler la nature du chevalier du roi. La sainte ampoule qui contenait l'huile sainte dont le roi était oint. Mais ce sont aussi les vêtements, les chaussures, les bottines, le surcot, la tunique, la chape, les gants du sacre, l'anneau royal, le fermail de la chape et un sceptre de plus, spécifique, surprenant, la main de justice, qui ouvre un autre chapitre de l'histoire des rois de France. Tout se joue en fait entre le règne de Louis IX au XIIIe siècle et celui de Philippe le Bel et ses successeurs au début du XIVe siècle. Ce qui n'est pas très étonnant puisque c'est précisément le moment où la royauté capétienne devient véritablement une royauté justicière, c'est-à-dire où la justice devient l'une des principales prérogatives du roi. La justice, qui était d'abord rendue au sein de la curia du roi, se professionnalise, s'autonomise et devient le Parlement, qui est véritablement la cour de justice pour l'ensemble du royaume. On a en fait une véritable mainmise de la justice royale sur un nombre croissant de litiges et aussi sur un ressort, c'est-à-dire sur un territoire de plus en plus important. Et c'est pas étonnant que les premières représentations de la main de justice au début du XIVe siècle nous montrent Saint-Louis, donc déjà canonisé, auréolé, dans sa tenue de sacre, avec les deux sceptres et donc avec la main de justice. C'est une image qui date des années 1315-1320, qui rappelle, précisément dans ce contexte d'institutionnalisation de la justice, que cette justice émane bien personnellement du souverain. Dans le courant du XIIIe siècle, la justice royale n'est pas acquise. Elle est véritablement un enjeu politique qui prend place dans un royaume morcelé où chaque jour, le roi de France doit imposer sa légitimité. Louis IX, situé entre le règne de Philippe Auguste et celui de Philippe le Bel, cherche à modifier définitivement le principe de la monarchie féodale. Ne voulant plus d'un rapport de vassalité qui pouvait mener au conflit, Louis IX se veut chef de la couronne avec ses sujets, devenant ainsi à la fois suzerain, mais aussi et surtout souverain. Et c'est ainsi que la justice royale s'impose comme moyen politique. En faisant de sa population des personnes individuelles et justiciables, il en fait dans le même temps ses sujets. C'est cette imagerie que Joinville, l'agiographe de Louis IX, puis bien plus tard le XIXe siècle, retiendra lorsqu'on représentera le roi Saint-Louis rendant la justice sous un chêne au château de Vincennes. Au-delà des images, toujours est-il qu'une nouvelle administration se met en place sur tout le territoire au milieu du XIIIe siècle. Prévôts et baillis sont dépêchés comme représentants de la justice du roi et le royaume s'organise désormais en circonscriptions. Puis, afin de diffuser la justice royale, les parlements sont institués entre 1320 et 1345 sur l'ensemble du royaume de France. Dans les actes du Parlement de Paris, qui ont été ici recensés au XXe siècle, l'expression de main de justice est courante, est très courante, avant même l'apparition de l'objet. Mais alors que désigne la main de justice dans les archives du Parlement? Elle désigne en fait l'intervention
de la justice royale dans une affaire. Ces litiges sont alors placés, dit-on, sous la main de justice ou sous la main du roi, qui sont deux expressions employées indifféremment. C'est-à-dire ce moment où la justice royale décide de placer un bien litigieux sous séquestre. Et cette mise sous séquestre est signalée par des mains de bois, par des mains de justice, par des mains de bois ou représentées sur des panneaux présents donc sur le territoire. Dans ce sillage vont se multiplier les représentations de la main de justice, les représentations des souverains avec la main de justice. Alors l'importance de ce marqueur dynastique, il redouble évidemment dans des moments de fragilité ou de rupture dynastique. Et c'est le cas notamment quand, au milieu du XIVe siècle, on passe de la dynastie capétienne directe à la branche cadette des Valois. On va voir alors un fort investissement dans l'ensemble des représentations, investissement qui se porte sur la main de justice, à la fois comme marqueur capétien et bien sûr comme rattachement à Saint-Louis. Une nouvelle étape est franchie avec Charles V, qui fait confectionner pour le sacre à venir de son fils un nouveau sceptre, qui est le sceptre dit de Charlemagne, un sceptre surmonté d'une statuette de Charlemagne, qui tient dans sa main gauche l'orbe impérial. Et c'est ce diptyque, la main d'ivoire dite de licorne et le sceptre dit de Charlemagne, qui vont se fixer comme les deux sceptres utilisés lors des sacres de l'ensemble des rois qui vont suivre. La mise en narration de la monarchie passe par une passation des signes, des symboles et des images. C'est pourquoi la main de justice passe autant de main en main que d'une représentation à l'autre. En montrant qu'elle est attachée au roi, à ses descendants et à ses successeurs, elle assure autant la continuité dynastique que la puissance symbolique qu'elle incarne. Si tous les rois la possèdent, alors la justice est légitime, car historique, ancrée dans le temps. C'est ainsi que l'on va représenter Hugues Capet, premier roi capétien, avec une main de justice, alors que rien ne l'atteste avec certitude. Ou que les rois de l'Ancien Régime vont, comme un souvenir déposé, placer la main de justice sur leurs portraits officiels. Les révolutionnaires ne s'y tromperont pas. En détruisant les régalias, comme la main de justice, ils détruisaient autant un objet qu'une histoire, qu'un signe répété, généalogique, qui venait asseoir la fiction de la monarchie française. Après la Révolution, les régalias sont détruites. Et c'est pour cette raison que Napoléon, pour son sacre, en 1804, va faire recréer par un orfèvre une main de justice. Cette main de justice de Napoléon, qu'on voit ici représentée sur le tableau d'Ingres, réalisé en 1806, nous montre Napoléon avec la main de justice dans la main gauche et le fameux sceptre de Charlemagne que l'on retrouve dans sa main droite. Alors, le tableau fourmille de références impériales, grecques, byzantines, mais on a vraiment, avec cette main de justice, un rattachement à ce qui était vraiment la royauté, un rattachement monarchique. Faire l'histoire de la main de justice, c'est faire apparaître derrière l'insigne toute l'importance de la justice dans la construction du pouvoir royal. Une importance à la fois concrète, puisque la construction de l'État monarchique passe aussi par l'extension de la justice royale, mais aussi sur un plan symbolique, puisqu'elle est l'un des éléments de la continuité dynastique qui est mise en scène, qui est écrite par les souverains eux-mêmes.